Vocation, le podcast sur les métiers de la protection de l'enfance. Aujourd'hui, je suis avec Camille. Camille qui est psychologue au service de prévention spécialisé Les Réglisses dans le 20e arrondissement de Paris. Et donc Camille, on voulait échanger avec toi aujourd'hui pour savoir justement comment tu en étais arrivé à travailler dans la protection de l'enfance en tant que psychologue, les conditions un peu particulières dans lesquelles tu travailles aujourd'hui puisque c'est de la prévention spécialisée, donc davantage de l'aller vers, peut-être par rapport à ce que tu as connu auparavant. Et donc d'abord, je voulais te laisser te présenter et nous présenter rapidement ton parcours. La protection de l'enfance, moi j'y suis depuis pas mal de temps puisque je suis tout d'abord travailleur social, j'ai une formation d'éducateur spécialisé et j'ai été pendant plus de 15 ans en protection de l'enfance, en AEMO judiciaire administrative, enquête sociale, etc. Dans le 92, dans les quartiers nord du 92, donc Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne. La formation de psychologue est une reconversion du coup. Pour ce qui est de mon arrivée aux Réglisses, en fait, j'ai vu l'annonce, je cherchais, mais plus ou moins, un job en tant que psy. Et j'ai vu, je pense que le poste a été affiché le mardi matin, j'ai vu le mardi soir, quelque chose comme ça, j'ai postulé tout de suite en fait. Parce que dans ma formation de travailleur social, j'ai fait mon stage long, parce qu'il y a des stages courts et des stages longs. J'ai fait mon stage long en prévention spécialisée. Mais j'ai beaucoup aimé ce travail d'équipe. Je trouve que c'est un travail très humain, donc c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et donc j'ai tout de suite postulé, parce que il me semble aussi que derrière il y a un challenge. En fait, il s'agit d'une expérimentation. Il s'agit d'un terme psychologue de rue qui n'est pas encore très encadré, et tant mieux, moi ça me convient plutôt bien, où il s'agit d'inventer les choses. Et puis oui, ça m'intéressait bien de revenir en prévention spécialisée, avec un autre regard, avec une autre approche, notamment des jeunes, et voilà. Et justement, dans les premiers temps, comment est-ce que tu as été reçu ou perçu par les jeunes sur le terrain ? Alors, une des premières grandes questions a été quand j'ai rencontré l'équipe avec laquelle j'ai commencé à travailler, parce qu'il faut savoir qu'au début, moi, j'ai commencé à travailler aux Réglisses en janvier de cette année, donc 2023, et j'étais à 7 heures semaine, donc c'était 2 demi-journées par semaine. Ce qui est pas énorme. Au bout de 3 mois, début avril, en avril, je suis passée avril-mai, j'étais à 10 heures semaine, et en fait, dès le début du mois de juin, je suis passée à temps plein parce qu'il y avait une réelle demande. La première question, ça a été comment on te présente auprès des jeunes, parce que l'idée c'était quand même que la plupart des jeunes rencontrés par les équipes étaient un peu réticents à l'approche par un ou une psy, avaient un petit peu des représentations toutes faites, et que l'idée du poste, c'était aussi de défantasmer un petit peu cette position de psy et ce travail. Et comme j'ai un double bagage de travailleur social, certains ont dit peut-être que on pourrait te présenter comme travailleur social, et puis ensuite peut-être psy. Et puis en fait, on a bien réfléchi, et assez rapidement en fait, il s'est avéré que si on souhaite que les jeunes fassent confiance éventuellement à un psy, le psy peut pas commencer à arriver ou peut pas être présenté comme étant autre chose qu'un psy. Donc il semblait essentiel que les choses soient clairement dites et clairement énoncées. Moi, je suis arrivée dans l'équipe qui s'appelle l'équipe Sud, donc qui œuvre au niveau entre la porte de Vincennes et la porte de Montreuil. En fait, les jeunes sont très très accueillants. Je pense qu'il y a aussi un gros travail de cette équipe qui est vraiment très bien reconnu sur le quartier, très bien reconnu dans le travail de rue. Les jeunes sont curieux, ils posent des questions. Certains, quand je leur ai dit que j'étais psychologue, ont dit « Ah oui, alors ils avaient plein de questions à poser. » Et puis d'autres étaient plutôt réticents à faire un pas en arrière, et puis à se dire « Oh là, je veux pas trop parler » ou autre. Et justement, c'est quoi les questions ou les interrogations qui revenaient, notamment au début, quand tu te présentais en tant que psychologue ? Il y en a pas de particulière, hein. Ça a été ah bon, mais pourquoi? Et qu'est-ce que t'aimes bien dans le métier de psy? Et qu'est-ce que tu fais?
Il y avait pas de question particulière alors il y a un certain qui disait ah ben alors je suis quoi moi alors et je dis ben en fait ça se passe pas vraiment comme ça et puis voilà à évoquer que le fait d'être psychologue c'est être formé à une écoute particulière et permettre l'avènement de quelqu'un de manière particulière et que de manière différente et que c'était pas une façon de faire unique. Il y avait différentes psychologies aussi, différentes approches Et aujourd'hui, comment se conjugue ton travail avec celui de tes collègues éducateurs spécialisés ? Il y a différentes choses. C'est-à-dire que moi, je vais sur la rue avec eux et j'aime bien cette présence à l'extérieur. Il y a certains de mes collègues qui, en question par rapport à un jeune ou autre, me demandent de le ou la rencontrer après lui en avoir parlé. Il y a des collègues qui, en discussion avec un jeune, lui disent écoute, ça me paraît une question essentielle, mais moi je suis pas trop équipée pour pouvoir décortiquer ça. Si tu veux, t'en discutes avec Camille. Je pense que ce serait bien que t'en discutes avec elle, que tu vois. Donc à m'amener comme ça des jeunes qui, encore une fois, je redis, ils sont le premier lien qui est en général très bon, enfin moi de ce que je connais. Les jeunes font volontiers confiance à ces éducateurs et donc viennent assez volontiers me voir. Et puis il y a aussi l'éclairage que je peux apporter aux collègues justement. Je pense notamment à une toute jeune majeure qui a un parcours de vie vraiment pas évident et qu'une collègue accompagne depuis de nombreuses années. Je connais la jeune, je l'ai rencontrée plusieurs fois en entretien. Elle sait que entre la collègue travailleur social et moi, on discute, on échange de sa situation. Elle le sait, elle en est d'accord parce que ça a été verbalisé, la question lui a été posée. Donc elle le sait qu'il y a une transparence entre la collègue et moi. Elle en est d'accord. Elle me livre pas forcément de choses en entretien particulièrement parce qu'elle parle beaucoup plus à ma collègue. Parce que bien évidemment le lien est avec elle. Ça fait de nombreuses années, encore une fois, je le dis, qu'elle l'accompagne. Donc c'est plus ce lien-là qui la nourrit. Et moi je suis plus finalement à soutenir la collègue et à l'aider dans cette prise en charge en fait, à lui offrir une possibilité de mise à distance surtout et de réflexion sur cette situation et de décharge. En fait, elle partage le suivi avec moi. Donc voilà. Et puis je suis présente dans certaines réunions où on évoque le suivi des jeunes, où les collègues vont venir parler d'une situation ou autre qui les interroge. Après, je peux faire partie de réunions multipartenariales concernant un jeune ou l'autre. Voilà. En général, je préfère que le jeune soit là quand c'est possible, mais de toute façon, il est toujours informé. En général, on s'est rencontrés avant, quoi. Et lorsque tu rencontres les jeunes, c'est systématiquement dans la rue ou il t'arrive de les recevoir dans les locaux du service ? C'est les deux. Alors je les rencontre dans la rue. Après il y a une assez grosse demande en fait à des entretiens individuels. Donc je passe du temps dans les bureaux que je trouve en fait ou dans les locaux d'appui quand je peux être au calme, enfin quand on peut être au calme pour évoquer des choses. Voilà. Après moi je continue à bien aimer être dehors, rencontrer les partenaires, être sur le quartier mais c'est pas du tout la même chose en fait. C'est là pour le coup, c'est vraiment que les jeunes puissent, et ils sont très à l'aise, hein, notamment ceux là du quartier sud là qu'on appelle sud, qui est dont je parlais au départ, parce que ils m'ont vu arriver en janvier déjà. Ils sont très à l'aise à venir discuter avec moi, plaisanter avec moi, etc. Et je pense que là, l'idée que le psy est une personne humaine comme une autre, quoi. Je pense que là, c'est passé pour le coup. Dans la prévention spécialisée, évidemment, l'idée principale est d'aller vers les jeunes, et notamment ceux qu'on croise de façon systématique ou répétée dans la rue.
Mais on sait aussi que très souvent, l'éducateur spécialisé va vite être identifié par les familles, être aussi un relais social entre différents types de populations. Est-ce que toi aussi, tu as ce lien avec les familles de ces jeunes? Ça dépend. Alors, il y a plusieurs. Moi, du coup, quand tu me poses cette question-là, ça me fait penser à. Enfin, j'ai en tête deux situations. La situation d'une maman qui. Nassim m'avait dit, donc qui est chef de service au Réglisse, avait dit, je sais pas comment elle a eu notre numéro de téléphone. Ça vient d'une réunion. Elle sait pas trop. C'était la maman d'un élève qui était en CM1 l'année dernière, donc qui est en CM2 cette année. Qui en fait était un petit peu désespéré parce que son aîné là, qui donc était en CM1, n'allait à son, selon elle, pas bien, et elle voulait absolument qu'elle pouvoir évoquer la situation et que son fils puisse être vu par une psy, parce qu'on a une baguette magique, c'est bien connu. Et voilà. Et donc elle avait réussi à rentrer, enfin à nous appeler, et puis elle avait sollicité un rendez-vous avec moi, en expliquant qu'en fait elle ne trouvait qu'au CMPP il y avait absolument pas de disponibilité, que les listes d'attente étaient énormes et que les psychologues qu'elle avait contactés, les frais étaient trop importants, donc elle voulait pas. Moi j'ai accepté de la recevoir et de recevoir son garçon aussi, en me disant que vraisemblablement de toute façon ce serait le temps d'eux, et que si c'était trop compliqué, en fait, j'essaierais de les adresser à l'extérieur. Mais voilà, il me semblait que c'était aussi, ça faisait partie des missions du poste, en tout cas, de déconstruire un peu l'idée comme ça du psy. Et donc voilà, c'est un petit garçon que j'ai vu quelque temps, un garçon que j'ai vu quelque temps, que je vois plus, mais qui va bien, les choses se sont posées. Et puis l'autre situation, c'est une situation en fait où la famille est très très connue du quartier et du club, et qui suite à un dégât des eaux dans l'appartement, etc., a dû déménager. Et en fait, il y a 4 enfants, les 3 grands sont majeurs et il reste la petite dernière, et c'est pour la petite dernière qu'en fait j'avais été approchée. Et je continue à faire le travail, et pour le coup je suis seule, il y a pas d'éducateur spécialisé. Alors bien sûr qu'il y avait un collègue qui a fait le lien au départ, et c'est comme ça que la jeune fille est arrivée. Mais maintenant, c'est moi seule qui suis dans la situation. Alors comme ils ont déménagé, je suis en train de faire le lien avec une association de prévention spécialisée d'un autre arrondissement, de là où ils sont, quoi. Mais voilà. Donc je pense que oui, petit à petit, je suis reconnue, mais ça met beaucoup de temps quand même pour être reconnue dans les quartiers, notamment puis surtout qu'on voit pas énormément les familles, hein. Les parents voient beaucoup plus les jeunes. Après, j'interviens aussi j'ai une permanence, un point écoute au sein du collège Flora Tristan. Et là, ce qui est vraiment dit aux jeunes, c'est que je les reçois comme ils le souhaitent, et que il n'y a pas forcément de lien qui est fait avec les parents. C'est vraiment une relation avec les jeunes en priorité, quoi. Et justement, dans cette relation avec les jeunes, est-ce que tu as dû adapter ta posture, ta manière de travailler en tant que psychologue? Est-ce que tu as aussi identifié des points communs chez ces jeunes-là que tu ne voyais pas forcément chez d'autres jeunes? Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont tu adaptes ton travail à cette population spécifique et avec cette méthode spécifique? Oui, alors après, effectivement, ce qui est très important en prévention spécialisée, c'est, comme tu le disais, ce mouvement d'aller vers les jeunes et d'aller à leur rencontre. Ma formation est d'orientation plutôt analytique. Donc, il s'agit d'accueillir la demande et d'identifier la demande. Et donc, bien souvent, le mouvement est inverse. En tout cas, dans la représentation basique qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une demande de l'autre côté qui vienne à mon endroit. Sauf que je pense que la demande n'est pas toujours formulée en termes de demande. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui vont dire « Ah ben, je souhaiterais te rencontrer » ou « Je souhaiterais rencontrer Camille, comment c'est possible ?» Et puis, je pense qu'il y en a d'autres où il s'agit pour moi
de faire naître une demande ou de comprendre quelle est la demande en étant présente et en étant juste auprès d'eux. Donc ça, c'est vraiment une façon différente de travailler. Après, moi, ce que j'aime beaucoup, et là où je trouve que ça rejoint vraiment les principes analytiques, c'est que en fait, il y a la libre adhésion, c'est-à-dire que le jeune, si à un moment donné il décide de plus venir, il vient plus, quoi. Après, selon la relation qu'on a avec eux, on va aller rechercher, on laisse du temps s'écouler. Enfin, en tout cas, je laisse du temps s'écouler. Je vais le rechercher, mais pas toujours. En fait, ça dépend. Ça peut être une petite relance, histoire de dire, parce que parfois le départ ou le fait de ne plus venir, c'est aussi pour tester si le lien de mon côté existe. Et donc, dans ces cas-là, il s'agit pour moi aussi de dire, oui, je t'attends, c'est pas seulement toi, c'est moi aussi. Et ça, c'est important, je pense, pour eux aussi, quoi. De sentir aussi une curiosité et une demande. Je pense que la plupart des jeunes là, la raison pour laquelle il y a un vrai lien qui se fait avec les éducateurs et au fil du temps, c'est effectivement la confiance, mais c'est aussi de se dire, ok, toi, tu es d'accord pour venir vivre un peu avec moi et voir de l'intérieur ce qu'il en est de ma vie et de ce que je vis réellement, quoi. Donc à toi, je peux parler parce que toi, tu peux comprendre. Alors que quelqu'un qui reste et qui en fait ne fait que passer sur le quartier, ça pourrait pas coller, quoi. Et depuis que tu as commencé, est-ce que tu as vu des changements s'opérer, soit chez les jeunes que tu accompagnes, soit chez tes collègues? Est-ce que tu commences à percevoir dans ce travail de fond des mouvements justement, soit dans la façon d'approcher ces jeunes, soit dans la façon dont ces jeunes perçoivent le service ou ta profession? Je pense pas encore. Après, il y a quelques petites situations qui ont été, qui se sont débloquées, en tout cas, qui ont changé. Alors, je pense que c'est toujours fragile, mais donc il faut faire attention, mais ne pas parler trop vite. Mais il y a quelques situations là où ça a évolué favorablement. Après, concernant les collègues, faudrait leur demander à eux, est-ce qu'ils ont une autre vision des choses, de comment faire. Moi, ce que j'ai pas mal rencontré, ce que je continue à rencontrer et dont je parle aux collègues, je trouve qu'il y a beaucoup de mes collègues qui ont tellement envie de faire pour les jeunes, de les accompagner, de les aider, enfin voilà, qui ont à cœur que ces jeunes-là aillent mieux, que ces jeunes-là s'en sortent et réussissent des choses parce qu'ils croient très fort en eux et en leur capacité. Qu'en fait, je leur dis volontiers, en fait, vous désirez plus qu'eux, ou ils ont un petit désir pour eux-mêmes, mais si vous désirez trop, en fait, vous leur enlevez ce petit désir. C'est vous qui finalement désirez plus qu'eux, et donc ils peuvent pas s'en saisir, et ils ont besoin de cette dose de désir pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire des choses et pour pouvoir mettre en œuvre les choses, quoi. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose. J'essaye un peu de les retenir dans leur fougue et dans leur volonté comme ça de faire pour. En fait, il s'agit vraiment de faire avec, mais pas forcément faire pour, quoi. Il faut vraiment laisser la place à l'autre d'être et d'habiter. Et si c'est juste un jeune qui va pas venir, je pense à un où la situation est navrante, et je pense ça affecte au moins 2 de mes collègues très fort, parce que ils voient bien que le jeune n'arrive pas à s'en sortir, qu'il est empêtré dans des choses et qui se donne pas les moyens finalement d'avancer. Mais parfois c'est comme ça, parfois on peut pas se donner les moyens, et il faut pouvoir accompagner ce mouvement-là aussi, quoi. Beaucoup de tes collègues m'ont fait remarquer, enfin en tout cas ont remarqué un changement entre l'avant et l'après-Covid chez ces jeunes-là, notamment du point de vue justement des troubles d'ordre psychologique. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu observes aussi chez ces jeunes-là, même si tu n'as connu que la période post-Covid? Est-ce que c'est des choses qui reviennent dans leur discours ou dont tu sens certaines rémanences? Il y en a pas qui m'ont parlé de la période Covid. Il y en a avec les quelques événements là dernièrement, notamment d'attentats et de meurtres
du professeur là, il y a un ou deux jeunes qui m'a parlé notamment toujours de de Sud là, de ce quartier, parce que eux ont été impactés directement parce qu'ils étaient en collège, lycée à ce moment-là et qu'ils ont été quand l'hypercachère a été attaqué. En fait, ils ont été bloqués à l'intérieur, sans avoir plus de contact avec leurs parents, sans savoir ce qui allait se passer pour eux, ce qui se passait réellement, etc. Donc ça plus, ils ont eu plus des choses comme ça où oui, il s'agit aussi de réussir à être détendu quand même par rapport à ces situations-là, mais pour eux en tout cas de les aider à pouvoir exprimer des choses. Mais non, par rapport au Covid, non, étant donné que j'étais effectivement pas là avant, que je ne connaissais pas le quartier et le travail qui s'y faisait avant, non, j'ai pas vu forcément de choses après, enfin de changements en tout cas. Et un autre travail qu'opère de façon prioritaire le service de prévention spécialisé des Réglis, c'est le travail contre les RICS, avec des projets spécifiques qui sont portés dessus. Est-ce que toi, c'est un sujet aussi qui revient beaucoup dans tes dialogues avec les jeunes? Non, pour l'instant, non. Encore une fois, non. Parce que il y a aussi, je peux pas être partout, et que il y a des réunions régulières avec des partenaires et autres pour pouvoir travailler autour de ça, et que pour l'instant, moi, je ne me suis pas mis dans ces réunions-là. Enfin, j'ai pas été inclus dans ces réunions-là. Après, je sais que mes collègues travaillent, surtout certains des quartiers là, des Piton, Félo et Réunion et Saint-Blaise, travaillent pas mal dessus. Mais moi, pour l'instant, je suis pas là-dedans. Et je vois beaucoup plus. Non, en fait, je vois des jeunes d'un peu partout là, donc non. J'allais dire, je vois plutôt des jeunes de Sud, mais non, c'est des jeunes d'un peu partout que je vois. Mais non, on n'évoque pas ça. De toute façon, en plus, en règle générale, quand les jeunes viennent me voir, ils viennent vraiment intrinsèquement me parler d'eux et de ce qu'ils vivent. Donc vraiment de quelque chose de la sphère de l'intime et puis pas trop en fait de ces relations avec les pairs. La plupart des jeunes qui viennent se confier à toi, c'est des jeunes qui n'avaient jusqu'alors jamais eu de contact avec un psychologue ou la psychologie en général? Oui, ouais. En général, oui. Et notamment parce que il y a cette peur de un psy il va me lire dans la tête, il va de la crainte de la crainte liée à la méconnaissance du travail. Et je pense il y a certains jeunes que j'ai accompagnés dans leur projet professionnel, simplement. C'est juste que l'approche est un peu différente et ma lecture de l'accompagnement est différente. Enfin voilà, et je pense que ceux-là notamment peuvent se dire ah oui, c'est différent en fait. Mais et à la fois ça peut être la même chose que ce que j'ai vécu aussi. C'est-à-dire que je peux faire, alors pas pareil, mais je peux faire aussi un accompagnement. J'essaye toujours aussi de mettre une certaine limite à ce que je fais ou à ce que je fais pas. Mais j'ai fait des accompagnements, je suis allée avec une jeune au CIO, j'ai fait des choses comme ça, quoi. Ce qui a permis une autre ouverture, ce qui a permis une autre discussion derrière. Et après, éventuellement, avec une référence à un travailleur social, à un collègue derrière pour pouvoir travailler de pair ou pas. Ça dépend. Et il y a une anecdote en particulier qui t'aura marqué durant ces premiers mois d'accompagnement sur le terrain? Non, c'est plus... je suis toujours marquée, mais c'est ce que j'avais écrit un petit peu dans la présentation là que j'avais fait du travail que j'ai fait jusqu'ici. C'est plus j'ai été vraiment surprise de l'accueil très agréable, les jeunes m'ont vraiment accueilli tous de manière oui, bien sûr, polie. Les mots qui me viennent, c'est poli, courtoise, oui, et puis pour la plupart curieux. Bien sûr, beaucoup sur la réticence, sur la réserve, et ils observent de l'extérieur avant de venir. Ce que je trouve assez extraordinaire dans ce travail, c'est aussi la vie, cette énergie qu'ont ces jeunes face à une situation qui sont pas faciles, et pas seulement des situations familiales, c'est situations familiales ou de quartier ou autres, mais c'est situations aussi l'adolescence est un temps qui est pas facile, où il y a pas mal de pression, et dans les quartiers il y a des pressions encore
plus importante. Enfin, l'appartenance au quartier est très particulière et presque comme un emprisonnement en fait, où il n'est pas forcément facile d'en partir, et pas seulement parce que soit en tant qu'individu on n'a pas envie d'en partir, mais c'est parce qu'il y a presque un coût au fait d'en partir, et c'est pas anodin, hormis la jalousie que peuvent éprouver les autres et faire ressentir et autres. Il y a aussi le fait de trahir un peu le quartier quand on s'en éloigne, et qui est pas évident, et ce poids du regard de tous, en plus avec les différents réseaux aujourd'hui dans lesquels ils sont facilement emmêlés, empêtrés, voilà, et puis très peu protégés en fait par les adultes qui les entourent, mais parce que méconnaissant les effets délétères de ces réseaux, parce que les maîtrisant pas trop non plus. Mais je trouve qu'il y a une vraie force, il y a une vraie énergie qui nous reste à canaliser, à aider, en tout cas à émerger d'une bonne manière. Comme tu l'as dit depuis le début, il y a un peu la conjonction de deux choses qui est importante dans ton approche et celui de la prévention spécialisée en général. C'est la construction d'un lien de confiance dans le temps, et aussi une connaissance assez fine du quartier, des mécanismes, des réseaux, de ce qui s'y joue aussi en termes d'enjeux. Est-ce que tu penses que sans cette première expérience en prévention spécialisée, tu serais parvenu à faire ce travail, ou est-ce que pour toi c'était indispensable ? Je me suis parfois posé la question de pas seulement la première expérience en prévention, mais aussi le fait que j'ai été travailleur social pendant pas mal de temps. Donc il y a des choses en plus en protection de l'enfance et en plus dans le judiciaire. Donc il y a pas mal de choses où quand les jeunes me parlent de situations ou de placements éventuels ou de suivi avec un travailleur social, en fait assez rapidement je peux comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est joué et comment les choses ont pu être vécues. Je pense que c'est un atout, le fait d'avoir travaillé aussi dans des quartiers qui sont pas forcément dans les quartiers, c'est les quartiers les plus pauvres du 92, Villeneuve et Gennevilliers. Du coup, je connais aussi de l'intérieur ce que peuvent vivre ces jeunes. En tout cas, je peux l'imaginer, de ce que peuvent vivre ces jeunes, un petit peu de ce à quoi ils sont confrontés, et du milieu familial, parce qu'en AEMO judiciaire, moi j'allais beaucoup à domicile, je travaille beaucoup avec les parents, donc j'ai une meilleure appréhension. Après, je pense que quelqu'un qui n'a aucun bagage de prévention et aucun bagage de travail social peut tout à fait, il fera juste le travail différemment, quoi. Je pense que ce qui importe énormément, c'est l'envie qu'on a, c'est le désir qu'on a d'être à l'endroit où on est ou pas, quoi. Et je pense que oui, c'est ce qui prime avant tout. En tout cas, pour moi, je le prends comme un plus d'avoir ce bagage-là, parce que je savais, quand j'ai postulé, je savais où je mettais les pieds. Je connaissais en gros la population, même si je connais pas la population de ce quartier-là. Mais c'est tout. Quelqu'un d'autre aurait fait le travail différemment et ce serait différent, mais ce serait tout aussi bien, vraisemblablement, à partir du moment où effectivement il y a cette envie de faire et de bien faire et d'accompagner au mieux, quoi, et de donner ce qu'on peut. C'est une expérience que tu conseillerais à tes collègues psychologues ? Il n'y a pas beaucoup de place, donc non, je le conseillerais pas comme ça. Je la garde pour moi. Oui, après, il faut accepter d'être à la marge. Il faut accepter on sort des sentiers battus. Après, c'est effectivement moi ce qui me plaît, le fait de pas être en cabinet et de pas, même si ça c'est un boulot que j'aime aussi beaucoup. Mais il faut accepter d'être à la marge et puis finalement assez seul, même s'il y a j'ai mon contrôle derrière et autres, et n'empêche que mais c'est très très formateur, parce que on est aussi en contact direct. La question que je voulais te poser, c'était de savoir aussi d'un point de vue émotionnel, relationnel, étant donné que tu es dans une relation de long terme avec certains de ces jeunes, et parfois assez intime aussi dans ce qu'ils te racontent en tout cas, comment mettre une barrière entre le professionnel et le personnel, qui est toujours un enjeu dans le cadre du travail social, mais peut-être encore davantage dans le travail de psychologue.
Alors ça c'est, comme je disais au départ, moi j'ai plus de 15 ans en protection de l'enfance, donc ça c'est un exercice que j'ai pas mal fait et qui n'est effectivement au départ pas évident. C'est-à-dire que quand on rentre à la maison, on rentre à la maison avec les familles, hein. On dort avec les familles, on se réveille avec les familles et les situations des jeunes et autres. Donc cette distanciation, moi j'ai réussi à la faire. Après c'est aussi plus tout à fait la même chose parce que la prévention spécialisée, c'est aussi un engagement de soi en tant que citoyen, mais qui pour moi correspond aussi avec le travail de psychologue et d'orientation psychanalytique notamment, de se positionner aussi par rapport à cette société-là. Il m'est arrivé moi d'aller, quand je savais que des jeunes faisaient une action sur un quartier pour récolter des fonds pour un voyage ou pour autre, moi il m'est arrivé d'y aller avec mes enfants, tout en sachant effectivement, et quand les jeunes me posent des questions par rapport à ma vie familiale, je suis à l'aise d'y répondre, alors jusqu'à un certain degré aussi, mais j'ai pour principe de dire que, et c'est ce que je dis quand je suis en entretien avec les jeunes, j'ai dit, je vais te poser les questions que j'ai envie de te poser, mais tu n'es pas obligé d'y répondre. Tu réponds à ce à quoi tu es à l'aise, et je fonctionne selon le même principe, c'est-à-dire que les jeunes peuvent me poser toutes les questions qu'ils veulent. Après, certaines j'y répondrai, certaines j'y répondrai pas. J'essaye de protéger au maximum. Enfin non, c'est pas que j'essaye de protéger, c'est-à-dire que je délimite aussi, parce que c'est aussi ce qui est très important. À mon sens, pour que l'accompagnement soit de qualité, il faut que le cadre soit très clair. Donc il faut que y ait une limite qui soit aussi très claire. Je ne réponds pas au téléphone le soir. Je ne suis pas disponible le soir. Le soir, je suis avec ma famille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je rentre chez moi, je suis chez moi et je pose mon manteau de psy à l'extérieur, quoi. Je suis maman, je suis femme, voilà, c'est tout. Donc, je pense que c'est comme ça que je protège. Je pense que c'est aussi important de laisser complètement à l'autre la possibilité de vivre sa vie. C'est-à-dire que il y a des fois on peut se dire bon, un jeune, je pense, parce que ça a été beaucoup le travail là ces dernières semaines, les jeunes qui n'ont pas d'orientation scolaire, qui n'ont pas d'orientation universitaire, qui sont pas ce qu'ils veulent faire et qui brutalement là en septembre se réveillent après les vacances, se réveillent en se disant oh là là, mais il y a une année qui se prépare là et qui se déploie devant moi et je ne sais pas ce que je vais faire de mes journées, et mes copains vont à droite, à gauche, ont des activités parce qu'ils sont dans des formations. Moi, je vais rien faire, donc il me faut absolument quelque chose là, maintenant, tout de suite. Et puis, les collègues se démènent pour trouver une orientation en disant, bon, il faut que tu ramènes les papiers demain, il faut que tu les rapportes, absolument, et on t'accompagne pour aller au lycée, pour signer les papiers, etc. Et le jeune n'est pas là. C'est lui qui joue sa carte. On peut essayer de le rappeler en disant, qu'est-ce qui se passe? T'as eu un problème de réveil ou quoi? Mais s'il est pas là, il est pas là. Et ce qui est important, c'est de pouvoir éventuellement en dire quelque chose et de pouvoir dire bon, voilà, il y a des moments où même si ça paraît une urgence, en fait il y a un autre mouvement psychique qui est différent et qui se fait. Donc je sais que la chef de service avec laquelle je bossais en protection de l'enfance volontiers disait, quand une urgence apparaissait le vendredi après-midi, qu'un père de famille disait, je me souviens d'une situation, un père de famille disait, ah non mais ma fille, je veux pas qu'elle rentre là, je la garde pas ce week-end, etc. C'est le vendredi, trouver un lieu de placement, etc. Et la chef de service disait, non mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a pas d'urgence en fait. Donc les choses peuvent attendre, il faut le temps que ça se décante ou que ça passe, mais chacun va trouver sa voie quelque part. Camille, merci beaucoup. Merci. On peut retrouver une interview de toi aussi sur le site de Droits d'enfance, droitsdenfance.org. Pour ma part, je vous invite à vous abonner au podcast, à partager l'épisode s'il vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes de Vocation, le podcast de Droits d'enfance sur les métiers de la protection de l'enfance. Merci. Merci, au revoir.